Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Je sais que vous n'êtes pas en grande forme. Merci d'être là en tout cas avec nous. Ben oui, c'est la grippe. Conseiller économique d'Ociam. On a François Villeroy de Galhau qui nous a dit, le gouverneur de la Banque de France ce week-end, que notre pays ne risquait pas la faillite, mais l'étouffement à plusieurs dimensions, à la fois économique et budgétaire. On y va tout droit ou pas? Oui, alors, j'ai travaillé récemment sur l'effet d'éviction. Alors, pour expliquer à vos auditeurs ce qu'est l'effet d'éviction, c'est l'idée que lorsqu'il y a un déficit public trop élevé, les investissements des entreprises sont réduits. Parce que, effectivement, l'épargne est mobilisée pour le financement de l'État et ne va pas au financement des entreprises. Et donc, on voit effectivement tous les signes d'un effet d'éviction en France. Le taux d'investissement des entreprises est bas, et d'ailleurs il diminue. Euh, les taux d'intérêt réels ont remonté, et donc il y a un premier étouffement qui est l'étouffement de la croissance. Si vous investissez pas assez, ben forcément vous avez peu de croissance et votre situation économique empire. Et puis le deuxième étouffement, c'est l'étouffement par les intérêts sur la dette. Si vous avez une dette publique qui continue à augmenter. La dette publique de la France aujourd'hui, c'est 117% du PIB. Les intérêts sur la dette vont converger dans quelques années au-dessus de 100 milliards d'euros. Eh bien, il va falloir payer ces 100 milliards d'euros et renoncer à des dépenses beaucoup plus utiles que les intérêts sur la dette, des dépenses d'investissement, des dépenses de modernisation de l'économie. Et donc, on sait que si on a un déficit public et une dette publique qu'on n'arrive pas à contrôler, il n'y aura pas de crise brutale de la dette publique française. Tout le monde sait que la France ne fera pas défaut sur sa dette et donc il y aura pas de crise à la grecque ou à la portugaise sur la dette publique de la France. Même si, pardon, juste Patrick, même si on reste encore une quatrième année au-delà de 5% de déficit, combien de temps on peut rester sans dégâts? Jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, si vous avez 5% ou si 5,5%, dans l'état actuel du budget, c'est 5,5% le déficit public. Mais si vous restez à 5,5% de déficit public, mais si tous les investisseurs sont persuadés que la France ne peut pas faire défaut parce que la BCE viendra à la rescousse, eh bien, les spreads de taux d'intérêt de la France ne s'élargissent pas, la dette, le déficit se finance assez facilement. Regardez les dernières adjudications du Trésor, le déficit français se finance assez facilement, même très facilement. Et donc le danger, c'est pas une crise brutale de la dette. Le danger, c'est à nouveau, c'est bien ce que dit Villeroy de Galhau, c'est l'étouffement de l'économie, parce que progressivement vous investissez moins, vous faites moins de dépenses publiques utiles, et donc votre croissance potentielle continue à ralentir, et vous avez un cercle vicieux qui vous maintient dans une situation de croissance très faible. Donc, quand le gouverneur dit qu'il est très important qu'il y ait un budget cette année pour 2026 avec 5% maximum de déficit public, il a raison ou il a tort? L'objectif, c'est de stabiliser le taux d'endettement public. Ah, Il faut avoir un objectif. Il faut que dans quelques années, le taux d'endettement public soit stabilisé. Alors, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce sujet sont d'accord. Stabiliser le taux d'endettement public, ça veut dire à peu près réduire de 120 à 130 milliards d'euros le déficit public par rapport à la situation de 2025. D'ici quoi? 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans? Oui, on ne peut pas le faire trop vite parce qu'effectivement, ça serait une contraction de l'économie. Ouais. Mais à nouveau, la motivation de cette nécessité de stabiliser le taux d'endettement public, c'est pas d'éviter une crise de la dette publique. Il n'y aura pas de crise de la dette publique. C'est de permettre que l'épargne finance d'autres choses que les déficits publics de l'État. Et que l'épargne finance des investissements productifs, des investissements de la transition énergétique, des investissements dans le numérique, etc., et ne soit pas canalisée uniquement vers le financement de l'État. C'est ça c'est le vrai objectif de
de la réduction des déficits. Et donc le gouverneur a raison quand il affirme aussi au passage dans cette interview sur France Inter qu'on est en train de choisir les seniors contre les jeunes avec plus de dépenses en matière de retraite et donc plus de déficits. Il a raison. Ben, oui, oui. Vu mon grand âge, malgré mon grand âge, je ne peux qu'approuver. C'est vrai. On a un pays qui. Alors, il faut faire attention hein, parce qu'il y a des chiffres qui sont trompeurs. L'OCDE calcule de façon incontestable le taux de remplacement des retraites. Alors, c'est calculé comme le niveau moyen de la pension obtenue de 65 à 75 ans rapporté au niveau moyen du revenu d'activité obtenu de 55 à 65 ans. Le taux de remplacement des retraites en France, il est exactement le même que dans la moyenne de l'UE, il est de 60%. Donc il n'y a pas de générosité excessive en réalité du système de retraite, mais il y a la démographie. Et la démographie fait que et puis il y a l'absence de réforme. Et donc c'est pas que les retraites sont trop élevées, c'est que les retraites sont perçues trop tôt et et donc on n'a pas décalé comme dans les autres pays européens l'âge de la retraite. Et puis et puis la démographie qui est très défavorable. On a aujourd'hui à peu près 1,65 cotisants par retraité. On était à 4 hein, dans les années 70 et on va vers 1,2, 1,3. Donc la démographie continue à spontanément alourdir la charge des retraites. Et puis il y a les dépenses de santé qui sont liées à l'âge, etc. Donc, mais à nouveau, c'est pas qu'on soigne trop les personnes âgées, c'est l'absence de réforme des retraites qui fait un taux d'emploi des retraités qui est très bas. Hein. Le taux d'emploi des 60-64 ans en France, c'est 40%. C'est plus de 60% dans la plupart des pays comparables. Et puis... il faut dire aux entreprises de garder leurs seniors. Hein. Oui, mais le problème, c'est que l'âge légal de la retraite, c'est un signal. Si vous avez un âge légal de la retraite à 62 ans et 9 mois, vous n'allez pas motiver une entreprise pour requalifier, former aux nouvelles technologies quelqu'un de 60 ans. Si vous décalez l'âge de la retraite, vous rendez nécessaire ces actions de formation. Donc, vous déclenchez un cercle vertueux. En réalité, on peut pas décaler l'âge de la retraite indéfiniment. L'expérience allemande est intéressante. L'Allemagne a un âge légal de la retraite de 67 ans. Et en réalité, les Allemands partent à la retraite à 65 ans et acceptent une certaine décote sur leur retraite. Donc on voit, il y a un âge maximum acceptable socialement de la retraite qui est probablement de 65 ans. Enfin, en France, on est encore loin. Hein. Et alors donc, les premières urgences, c'est de porter à 65 ans l'âge légal de la retraite. Et puis, ce qui améliorera beaucoup l'équilibre des systèmes de retraite. Et puis, et ça, naturellement, ça forcera les entreprises à former davantage leurs salariés plus âgés. Pour clore sur cet entretien avec le gouverneur sur France Inter, il nous dit, François-Villeroy de Galhau, que c'est le bon moment pour un emprunt immobilier avec une moyenne de 3,1% pour un crédit IMO à 20 ans. Il a raison sur le timing ou pas? Bon, les taux d'intérêt à long terme, enfin... Parce que moi, je me rappelle, il y a encore... c'était quoi, il y a 10 ans, on avait du moins de 1% sur du 20 ans. Oui, mais les taux de l'État étaient négatifs. À ce moment-là, les crédits immobiliers étaient un peu plus de 1%. Le risque, il n'y aura pas de crise de la dette en France. À nouveau, c'est impossible. Personne n'envisage un défaut de la France. Pas plus qu'un défaut des États-Unis ou du Royaume-Uni ou de l'Allemagne, etc. Le risque, c'est qu'il n'y ait pas du tout de consensus politique pour arrêter l'augmentation du taux d'endettement public et une progression progressive et continue du taux d'intérêt à long terme. Donc effectivement, enfin, moi je pense que les taux d'intérêt à long terme vont, dans toute l'Europe, hein, vont augmenter. Et alors, il y a un phénomène mondial qui vient du Japon qui est intéressant de mentionner.
Le Japon est une économie qui est extraordinairement différente depuis 3 ans. C'est une économie qui a de l'inflation. Hein, et puis, il y a à peu près 3% d'inflation au Japon constamment. Et c'est une économie, donc, comme elle a de l'inflation, qui a des taux d'intérêt à long terme qui augmentent. Et vous savez que le Japon est un des 3 grands pourvoyeurs d'achat de dettes publiques américaines et européennes. Et quand on parle aux grands investisseurs japonais, on s'aperçoit qu'ils sont très près du moment où ils jugeront que c'est moins attrayant pour eux d'acheter de la dette américaine ou de la dette européenne, et ils achètent beaucoup de dettes françaises, de dettes allemandes, etc., que c'est moins attrayant pour eux de ces dettes européennes américaines que d'acheter de la dette japonaise. Si vous avez un basculement des Japonais vers leur marché obligataire domestique et au détriment des marchés obligataires du reste du monde, vous allez avoir un très grand choc sur les marchés obligataires. Vous savez, par exemple, et ça c'est vrai en Europe comme aux États-Unis, il y a peu d'acheteurs étrangers de dettes publiques américaines ou européennes. Les acheteurs étrangers de dettes publiques américaines, c'est l'Europe, les Émirats arabes unis et le Japon, c'est tout. Et les acheteurs étrangers de dettes européennes, alors c'est les pays européens entre eux, et c'est le Japon. Si le Japon se retire du financement de la dette publique américaine ou de la dette publique européenne, il y aura un choc à la hausse sur les taux d'intérêt. Et quelle est la probabilité que ça arrive, hein? Ça va arriver. Ça va arriver. Les contacts qu'on a avec les investisseurs japonais montrent vraiment, c'est quelque chose qui est sur la table. Ben, si vous achetez un taux d'intérêt à 10 ans, de la dette publique à 10 ans japonaise aujourd'hui, vous avez 2,10%. Le taux de change du yen est stabilisé. Et si vous achetez de la dette allemande, vous avez 2,80. C'est pas votre dette domestique. Et puis, si vous allez par des maturités plus longues, la dette publique japonaise à 30 ans, c'est 3,50, quoi. Je veux dire. Et donc, la sortie du Japon de cette situation d'absence d'inflation et de taux d'intérêt zéro, c'est extrêmement Ouais. mauvais pour l'équilibre des marchés. Oui, de mais dette peut-être qu'elle publique. sera, Patrick, peut-être que cette sortie sera progressive. Oui, peut-être, mais même si c'est un arrêt des flux, évidemment, regardez les données. Hein, le Japon a augmenté encore en 2025 considérablement sa détention de dette publique américaine et européenne. Et si ça s'arrête, ça va vraiment brutalement changer la situation des marchés obligataires. Juste, Patrick, le budget, on retourne en France, le budget 2026 a été retoqué en commission. C'était ce Oui. week-end. Il revient dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale demain, mardi. On sait que le gouvernement insiste pour avoir un budget d'ici la fin du mois. Ça paraît mission impossible, non? Apparemment, les demandes du Parti socialiste et des Républicains sont extraordinairement incompatibles, quoi. Vous avez eu le plan Juvin qui était de couper beaucoup dans les dépenses. Le plan socialiste, c'est d'augmenter les dépenses et de monter la pression fiscale. L'intersection, c'est ensemble vide, hein. Ben oui, je vois pas comment. Et bon, alors on sait toujours pas comment ça finit. On ne peut pas rester dans la situation présente, parce qu'en particulier, ça empêche l'augmentation des dépenses militaires hein, qui était prévue. Et donc, c'est pas tenable. Il faut avoir un budget, mais on ne sait pas du tout. Bon, alors, de plus en plus de gens disent que il y aurait un 49-3, il y aurait un 49-3 consensuel. Je veux dire que le gouvernement utiliserait le 49.3 pour passer le budget, mais en négociant l'état du budget avec les partis politiques. Enfin, il faut sortir de cette situation. Mais à nouveau, je me répète, mais c'est le plus grave. Alors, il y a les dépenses militaires qui sont empêchées d'augmenter, ce qui est quand même extraordinairement grave dans l'environnement international. Mais le plus grave, si on maintient des déficits publics à ce niveau, c'est que l'épargne finance le budget et ne finance plus les entreprises. Hein. Et ça, c'est quand même extraordinairement grave parce que ça compromet la perspective de croissance de la France.
Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Patrick Artus, conseiller économique d'Osiam. Grippé mais présent, on vous remercie. Merci Patrick. Merci David.